Bonjour à tous et bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires pour suivre la cérémonie d'hommage national à Michel Rocard, l'ancien Premier ministre décédé samedi dernier. Une édition spéciale que je vous présente avec Jean-Pierre Grassien. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors, une cérémonie d'hommage qui se tiendra dans la cour des Invalides, cérémonie présidée par le chef de l'État, François Hollande, qui fera son entrée dans cette cour d'honneur de l'Hôtel National des Invalides à partir de midi, Jean-Pierre. Et pour commenter cet hommage national à Michel Rocard, l'ancien Premier ministre, Sylvie Maligorne, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef au sein du service France de l'agence France Presse. Et ce qui est intéressant à l'occasion de cet hommage, c'est que vous avez été très longtemps la correspondante de l'agence France Presse à l'hôtel Matignon, notamment du temps où Michel Rocard occupait les lieux. Et puis également avec nous, Roland Quérol, qui vient juste d'arriver. Vous le vivez en direct. Bonjour Roland Quérol, politologue. Bonjour. Et bien sûr consultant pour les chaînes parlementaires. Et pour nous faire vivre en direct cette cérémonie depuis les Invalides, on retrouve sur place Valérie Brochard. Bonjour Valérie. Quel va être le déroulé de cette cérémonie, Valérie ? Eh bien, le déroulé, je vais vous l'expliquer. Vous l'avez vu, un hommage national rendu ici même dans la cour de l'Hôtel des Invalides. Un hommage présidé, vous l'avez dit, par François Hollande qui devrait arriver d'ici quelques minutes. L'ancien secrétaire général de la CFDT, Edmond Maire, fera un premier discours qui sera suivi d'un éloge funèbre prononcé par le président de la République en personne. Puis la sonnerie aux morts résonnera dans la cour juste avant une minute de silence. Une cérémonie qui rassemblera aujourd'hui près de 700 personnalités. L'actuel gouvernement presque au complet avec à sa tête Manuel Valls, très affecté par le décès de celui qu'il considère comme son père en politique. Plusieurs anciens ministres viendront dire adieu à Michel Rocard comme Lionel Jospin, Édith Cresson, Laurent Fabius ou encore Alain Juppé. D'anciens collaborateurs, ces anciens gardes du corps seront là pour saluer une dernière fois l'homme d'État. Même une délégation de Nouvelle-Calédonie où Michel Rocard avait ramené la paix en 1988 a fait le déplacement. Un hommage national et unanime pour dire au revoir, comme il se doit, à Michel Rocard. Merci Valérie Brochard. On vous retrouvera après cette cérémonie qui va débuter, rappelons-le, à 12h avec l'arrivée du chef de l'État François Hollande dans la cour des Invalides. Roland Quérol, un mot sur l'homme, Michel Rocard. Vous avez fait un bout de chemin avec Michel Rocard à titre personnel. Est-ce que vous vous souvenez de ce à quoi vous avez pensé en premier lieu samedi soir lorsqu'on a appris le décès de l'ancien Premier ministre ? Oh, plein de choses mêlées. Peut-être que, comme quand on l'a appris, il y a eu en même temps des tas d'hommages qui ont fleuri. Une certaine amertume nostalgique en voyant que certains se mettaient à aimer beaucoup Michel Rocard après l'avoir énormément combattu, dans certains cas méprisé, tenté de le marginaliser. Voilà, c'est une espèce d'amère revanche que cette espèce de reconnaissance de la classe politique tout entière, pratiquement aujourd'hui, devant Michel Rocard. Hommage quasi unanime de la classe politique française. Alors qu'il a été quelqu'un qui a clivé, qui a partagé la gauche en deux, qui a beaucoup plus intéressé plus immédiatement à l'opinion qu'aux appareils politiques. C'est quelqu'un qui a essayé de faire bouger les choses, qui a réussi souvent, échoué parfois. Et voilà, cette espèce d'unanimité devant la mort, c'est toujours quelque chose qui fait un drôle d'effet. Oui, puis on peut dire aussi qu'il n'a pas... Enfin, il y avait la guerre, et lui, c'était la guerre des deux roses. Lui, la deuxième gauche, et il l'a pas vu, il va pas voir comment va se terminer cet épisode, cette bataille qui est toujours en cours. C'est quand même étonnant, mais c'est vrai, je rejoins ce que disait Roland Quérol, de voir ces hommages tout à fait unanimes de gens qui l'ont méprisé, insulté, ouais. C'est tout à fait hallucinant quand même. Ouais. On l'a dit, vous l'avez vu travailler, vous, à l'hôtel Matignon. Qu'est-ce qui qualifiait le travail de Michel Rocard? Qu'est-ce qu'il distinguait des autres à ce poste à Matignon, Michel Rocard? Moi, j'ai vu 7 premiers ministres quand même à Matignon, et la chose qui m'a le plus frappé, c'était celui qui était capable de se projeter dans l'avenir. C'est vraiment le seul qui avait une vision pour l'avenir par rapport à ses confrères, enfin, je dirais ses collègues. Je pense que le livre blanc des retraites, c'est lui. C'était pas facile. C'est une chose qu'il n'a pas pu mettre en œuvre, bien sûr. Il disait aussi qu'il y avait de quoi faire exploser X gouvernement, mais bon, voilà. Enfin, c'est vraiment un truc
très frappant chez Michel Rocard, ce côté visionnaire. Et ça, c'est pas de la littérature, c'est pas l'encenser de façon exagérée. Est-ce que ce qu'on retiendra de l'homme, Michel Rocard, avant de revenir sur son parcours, ses convictions, ses réformes, Roland Quérol, c'est qu'il était l'incarnation de la morale en politique? Oui, il y avait un regard en effet très moral sur les choses. Il y avait ce qui était juste, ce qu'il était bien de faire. C'était un vocabulaire qui était absolument le sien. Il était protestant, on va le rappeler. D'ailleurs, cet hommage officiel auquel nous allons assister dans quelques instants aux Invalides a été précédé d'un hommage dans un temple protestant du 17e arrondissement de Paris, ce matin même, en présence du Premier ministre et du chef de l'État. Et il l'a voulu. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça ne ressemblait pas à quelqu'un comme Michel Rocard. Et je pense quelque part, qu'il a dû faire ça en pensant au fait que François Mitterrand avait laissé un dispositif très précis pour sa propre mort et qu'il a voulu démarquer. Et le temple protestant est un élément pour, puisque Mitterrand avait dit une messe est possible, lui il a fait un office au temple. Il était protestant, c'est-à-dire qu'il est né protestant par sa mère, qu'il n'avait aucune espèce d'attachement fort pour la religion protestante pendant extrêmement longtemps, et puis qu'il est d'une certaine façon redevenu vraiment protestant des décennies plus tard, comme justement un attachement à une religion de la simplicité et de la justice, et une religion plus acceptée par la République. Il disait aussi qu'il devait à son éducation protestante le sens de l'intransigeance éthique. Oui, je me demande s'il croyait tout à fait ça quand il le disait, à vrai dire. Comme il m'est arrivé d'écrire beaucoup de ces textes à destination de la presse, je me demande si nous n'en avons pas un peu rajouté. Mais je crois que d'une certaine façon, ça a fini par devenir vrai. C'est ça qui est extraordinaire, que voilà, lui-même exigeant à la fin de sa vie une réunion dans un temple protestant, c'est extrêmement sensible. On vient de voir les premières images de la cour des Invalides, la garde républicaine bien sûr, qui se tient prête donc pour l'honneur officiel, l'honneur de la nation, puisque c'est ainsi lorsque un hommage national se déroule dans la cour des Invalides. On va voir tout de suite dans quelques instants un sujet sur les syndicats, et Dieu sait si ça a compté dans la doctrine Rocard, si on peut dire les choses comme ça. Michel Rocard, patron, homme de la deuxième gauche, il faut peut-être rappeler ce que c'est que la deuxième gauche, tout le monde en parle. Mais la deuxième gauche, c'est la gauche qui n'était pas, qui se voulait réformiste. C'est une gauche qui n'est pas alliée aux communistes. C'est la social-démocratie. C'est vraiment ça son essence. Je pense, c'est lui, il la voyait comme ça. C'est le côté pragmatique. D'abord, ça fait peut-être pas rêver, mais c'est pragmatique, c'est du concret. Ça s'intéresse à la vie des gens au plus près. Et c'est pas des grandes envolées lyriques, on bâtit le futur, l'avenir des gens. Jean-Pierre parlait de Michel Rocard et des syndicats. La deuxième gauche, c'est le pragmatisme, vous l'avez dit, Sylvie Malicorne. C'est aussi le compromis. Michel Rocard était un fervent partisan du dialogue social. Quelles étaient les relations de Michel Rocard avec les syndicats? C'est un sujet d'Astrid de Vilaine. Je tiens à vous remercier pour la manière dont vous nous avez reçus. Michel Rocard et son sens du dialogue social. L'ancien Premier ministre a fait de la concertation une méthode de gouvernement. Lui-même passé par la CFDT, c'est avec le syndicat réformiste qu'il entretenait les meilleures relations. On ne discutait pas du tout avec Mitterrand de ce que pouvait constituer le rôle de la société civile, le rôle des syndicats. Il était très respectueux, il avait envie de faire plaisir. Mais ça n'avait rien à voir par rapport à la place centrale que Michel Rocard donnait au dialogue social, donnait à la société civile. L'actuel secrétaire général de la CFDT y voit même un allié posthume dans sa défense du projet de loi travail. Je ne sais pas comment ça se serait passé. Ce que je sais, c'est qu'il aurait prôné le dialogue et qu'il aurait finalement regardé le contenu du texte plutôt que les postures. Et c'est malheureusement ce que trop peu d'acteurs dans ce dossier ont fait. Jean-Claude Mailly l'a connu à ses débuts à Force ouvrière. Il salue un homme de dialogue, notamment par rapport à ses héritiers d'aujourd'hui. Il y avait un profond respect des organisations syndicales, qu'ils soient d'accord ou pas avec elles, et partisans du dialogue. De ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que les héritiers qu'on annonce aujourd'hui soient les bons héritiers. En revanche, pour la CGT, le souvenir n'est pas aussi idyllique. Ça a été l'homme
de la privatisation de Renault. Ça a été le Premier ministre qui a utilisé le plus 49.3, c'est d'actualité. Et donc là aussi, derrière un certain nombre de qualités, en tant que d'affichage, de volonté d'écoute, c'est aussi des mesures qui ont été prises autoritairement. Michel Rocard a quitté Matignon avec 50% d'opinion favorable, un score qui n'est peut-être pas étranger à son sens de l'écoute et du consensus. Voilà pour ce sujet signé Astrid de Villene et François Chevret, Jean-Pierre. Oui, ce n'est pas un hasard si c'est Edmond Maire, 85 ans, le même âge d'ailleurs que Michel Rocard aujourd'hui, qui va prononcer une partie de cet hommage national. C'est lui aussi, Edmond Maire, un ancien militant du PSU. Et puis il a adhéré avec Rocard au PS, c'était en 1974. Pourquoi cet hommage d'Edmond Maire et pourquoi avoir choisi Edmond Maire pour prononcer cet hommage? C'est Michel Rocard lui-même qui l'a choisi. Il y a un copain de toutes les années, aussi bien celle des luttes du PSU qu'ensuite de l'arrivée au pouvoir, de la gestion, ça a été toujours Edmond Maire. Edmond Maire et Michel Rocard étaient en permanence d'accord sur tout, à quoi il faut ajouter une amitié extrêmement réelle. Vous savez, Michel Rocard, c'était, contrairement à ce qu'il a souvent comme image, on dit qu'il était technocratique et incompréhensible, c'était un type extrêmement chaleureux, content de retrouver des types pour aller manger, discuter encore jusqu'à des heures et des heures. Et avec Edmond Maire, ça a toujours été comme ça. Et puis, c'est le symbole de cette fameuse deuxième gauche. Hein. Le texte du discours de Nantes au congrès de 1977 du Parti socialiste, où Rocard théorise sur l'existence de cette deuxième gauche, un texte qui lui a été deux cultures de gauche, texte qui lui a été écrit par Patrick Vivray, c'est montrer qu'il y a une gauche qui, elle, ne s'intéresse qu'à l'État, veut la conquête du pouvoir par les élections pour s'emparer de l'appareil d'État et faire des réformes qui passent au Parlement. Et à cette première gauche s'opposerait cette seconde gauche, beaucoup plus girondine, beaucoup plus décentralisatrice, beaucoup plus fondée sur la société civile, les mouvements sociaux, les organisations sociales, et pensant qu'on transforme la société non pas par décret ou par loi, mais d'abord en suivant ses propres mouvements de changement. C'est deux façons totalement différentes de voir la politique, et Rocard a symbolisé ça au sein du PSU puis du PS pour la politique, et Edmond Maire l'a fortement imprimé dans la CFDT. C'est Edmond Maire qui a fait faire le plus de pas idéologiques et en même temps pratiques dans l'organisation d'une CFDT devenue très deuxième gauche. Concernant les syndicats, on ne peut pas faire de politique fiction, mais est-ce que comment Michel Rocard aurait pu gérer cette crise autour de la loi El Khomri, par exemple? C'est un petit peu ce qu'on a vu, ce qui est sous-entendu dans ce sujet, c'est que Michel Rocard, il avait une méthode avec les syndicats que n'auraient peut-être plus ses éventuels héritiers aujourd'hui. Enfin, je dirais d'abord qu'il n'aurait pas fait cette réforme à ce moment-là, en fin de quinquennat. D'abord, il aurait commencé parce qu'il était pragmatique et il savait ce qu'il voulait. Pour que ça marche, il faut quand même commencer au départ. On se lance pas dans une réforme comme ça au dernier moment et on renoue pas le dialogue qu'on avait rompu comme ça en l'espace de quelques mois. Ça, c'était pas possible. Donc, je veux dire, toute la méthode là, il n'aurait jamais fait ça. Non, c'est sûr, c'est certain. Pourtant, sur le fond, Michel Rocard disait que cette loi travail était une chance pour la France. Oui, mais à la fois, enfin, on peut pas. Il faut, évidemment, lui, il était pour la persuasion, discuter, convaincre. Il faut du temps. Et donc, ce tempo-là, il ne l'aurait pas employé. Et je pense qu'il aurait dit, on ne la fait pas, cette loi. Pas en ce moment, ce n'est pas possible. Il était aussi pour une plus forte imbrication entre partis et syndicats, pour faire un parallélisme avec la social-démocratie scandinave, par exemple. C'était ça le modèle Rocard, au moins dans les années 70, la deuxième partie des années 70, non? Oui, mais je pense aussi que là, pour les syndicats, il n'y aurait pas eu cette rupture du front syndical, avec une CFDT d'un côté et FO et la CGT de l'autre. Ils seraient débrouillés quand même pour qu'il n'y ait pas ce genre de situation. On entendait dans le sujet Jean-Pierre Philippe Martinez, qui était critique vis-à-vis de Michel Rocard, et Michel Rocard, qui dans les derniers mois portait aussi un regard très critique sur l'action de la CGT Hollande. Une vieille histoire, c'est pas seulement dans ce texte et avec cette organisation, il y a toujours eu avec la branche, disons communiste du mouvement politique et syndical,
Des relations, comme est-ce qu'on dit dans les communiqués, franches, hein, ce qui veut dire que c'est pas facile, quoi. Donc ça, c'est une vieille histoire. Et Rocard, pour cette branche-là, communiste, cégétiste, ça a toujours été quelqu'un qui n'était pas fidèle au dogme socialiste, qui était en dehors des marches et dont il fallait se méfier. Et ça transparaît très fortement dans le discours de Martinez. Et il n'était pas non plus favorable au programme commun qui a amené la gauche au pouvoir. Absolument. Et François Mitterrand, on va citer son nom. Le programme commun, c'était précisément, aux yeux de Rocard et de ses amis, cette première gauche, cette façon de ne s'intéresser qu'à la prise de l'appareil d'État et pas du tout à la société. Je vous propose maintenant d'écouter un document exceptionnel, une interview, la dernière interview télévisée de Michel Rocard, interview réalisée le 17 mai dernier par Tristan Desserres et Clément Lacombe. Et dans cet extrait que l'on va écouter, Michel Rocard revient sur le tournant de la rigueur en 1983. Pour la première fois depuis l'avant-guerre, un gouvernement français et socialiste, et qui plus est, va bloquer les salaires. Bloquer les salaires pour 4-5 mois, je crois bien. 4 mois. Et puis, des mesures d'austérité budgétaire assez terribles. C'est le pire programme d'austérité qu'on a jamais eu. Alors évidemment, ça fait vilain et ça donne l'impression de revenir en arrière sur l'essentiel, peut-être pas tout à fait la totalité, mais pas loin, des grands avantages sociaux et financiers consentis par les 2 premières années du gouvernement Mitterrand. Et c'est Mauroy qui met, avec la totale complicité de Mitterrand, qui propose et obtient la décision de ne pas présenter ça comme le début d'un changement d'approche de l'économie, d'un changement de pratique économique, de philosophie économique et surtout de philosophie de la transformation économique, de passage du législatif au contractuel, etc. Rien de tel. C'est Pierre Mauroy qui a le mot de parenthèse. Voilà un extrait de cette dernière interview télévisée de Michel Rocard. Je précise, Jean-Pierre, que de longs extraits seront diffusés sur notre antenne ce soir à partir de 23h et l'intégralité de ce documentaire sera diffusée à l'automne. Un petit coup d'œil peut-être du côté de la cour d'honneur des Invalides où va se dérouler cet hommage national à Michel Rocard, à l'ancien Premier ministre. Il est 11h47. Cet hommage doit commencer à midi pile avec l'arrivée du chef de l'État qui sifflera le début de cet hommage national donc d'ici quelques minutes et que nous allons vivre bien sûr en direct sur l'antenne des chaînes parlementaires. On vient de voir un extrait de Michel Rocard qui revient sur ce fameux tournant de la rigueur de 1983. Ça ne lui déplaisait pas finalement ce tournant de 83 ? Bien sûr que non, puisqu'il était contre les nationalisations de 81, donc il se disait que finalement il avait eu raison, sauf que ça se faisait dans des conditions un petit peu compliquées tout de même. Est-ce que ce tournant de la rigueur de 83, Roland Quérol, finalement c'était la première victoire de la deuxième gauche ? Oui, enfin, première victoire ou plutôt première défaite de la première, parce que le combat de la deuxième gauche, il a de 81 à 83 été perdu par la deuxième gauche au sein du gouvernement. Sylvie disait très bien l'histoire des nationalisations. Rocard ne voyait pas l'intérêt de nationaliser à 100%. On pourrait payer la moitié en nationalisant à 51 et on a les mêmes instruments de contrôle et ça donne de la souplesse aux entreprises publiques. Pourquoi céder au dogme communiste comme le fait ainsi Mitterrand? Donc il y a eu des affrontements assez rudes, d'autant que Michel Rocard n'avait pas compris que quand on est ministre du Plan, l'essentiel de ce qu'on attend de vous, c'est que vous vous taisiez, et qu'il parlait sur chacun des dossiers économiques en Conseil des ministres, ce qui avait le don d'irriter au plus haut point François Mitterrand. Donc voilà, il l'a dit 20 fois, 30 fois qu'il n'était pas d'accord, mais c'est plutôt la réalité qui s'est chargée de faire changer François Mitterrand. Alors François Mitterrand, en revanche, le nommera bel et bien à Matignon à l'issue de la présidentielle et des législatives de 88, majorité extrêmement étriquée. Michel Rocard devient l'homme de la situation
aux yeux de François Mitterrand. Les deux hommes se détestent. Racontez-nous un petit peu cette relation entre Michel Rocard et François Mitterrand. Est-ce qu'on a tout dit à ce sujet? Oui, on a beaucoup dit, mais on dit que c'était une évidence. Il fallait qu'il nomme, que François Mitterrand nomme Michel Rocard à Matignon. Mais François Mitterrand voulait, comme il dit, lever l'hypothèque Rocard, c'est-à-dire prouver que Michel Rocard n'était pas capable de gouverner. Il avait dit à des proches que dans 18 mois, on verrait au travers. Il a quand même un terrible, donc il ne... Enfin, c'était d'une grande perversité. Il pariait sur le fait qu'il allait le machiavélisme mitterrandien. Voilà. Je lève l'hypothèque, donc je le barre de la route définitivement en le faisant passer à Matignon. François Mitterrand, qui voyait effectivement Michel Rocard échouer au bout de 18 mois, mais Michel Rocard aura tout de même tenu 3 ans à Matignon, Roland. Absolument. Mais vous savez, la haine en politique, c'est que c'est plus fort qu'ailleurs. Mitterrand avait une vraie haine et un vrai mépris pour Rocard. Il le détestait par tous les pores de sa peau. C'était de ces gens qui étaient faits d'une certaine façon, qu'il ne pouvait pas les comprendre simplement. Il ne comprenait pas ce qui pouvait les faire mouvoir dans la vie. Ça date de très tôt, lorsque, après 1958, Mitterrand essaye d'entrer au petit parti socialiste autonome, qui va devenir le PSU. Et la même chose après, au moment du PSU, les 2 fois. Rocard fait partie de ceux qui refusent l'entrée de Mitterrand en estimant qu'il n'est pas un vrai homme de gauche et que son passé pendant la guerre d'Algérie ne plaide pas pour lui. Donc vous imaginez, c'est très... Arrêter Mitterrand dans un projet de carrière à ce moment-là, il est évident qu'il l'a payé toute sa vie. Et voilà, ce Rocard qui était à la fois beaucoup plus à gauche que Mitterrand pour le changement de la société, mais qui avait l'air de composer avec les règles essentielles du capitalisme, c'était une position idéologique incompréhensible qui s'ajoutait à l'étrangeté de l'homme. Donc tout ce qu'il pouvait, c'était se dire, puisqu'il est nul, que je suis forcé de le mettre là, parce qu'il y a les centristes avec qui il va falloir s'entendre, et socialiste à savoir faire ça, je le mets, et puis voilà, comme dit Sylvie, une fois qu'on aura levé l'hypothèque, on reprendra les choses sérieuses, genre avec Édith Cresson. Michel Rocard était très fier d'un dossier qu'il a eu à traiter immédiatement à son arrivée à Matignon, la Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, c'est ce que nous rappelle Rim Ben Amer. Mai 1988, quelques jours après sa nomination à Matignon, Michel Rocard initie une solution inédite pour rétablir la paix en Nouvelle-Calédonie après les dramatiques événements d'Ouvéa. Il envoie une mission du dialogue composée de 6 personnalités pour consulter toutes les forces vives du pays. L'idée de demander à quelques hommes totalement incontestables, par leur passé, par leur histoire, par leur noblesse, par leur fonction, de requérir votre écoute pour vous entendre tous, et déduire de là les conditions minimales pour qu'on puisse recommencer à se parler. Jean-Paul Caillard, humaniste et ancien membre du PS, a eu l'occasion de rencontrer cette mission du dialogue. Et il a réussi à mettre fin à un conflit entre l'État et le peuple colonisé, un conflit violent. Il a transformé ça en une mésentente entre les Calédoniens, les Caldoches et les Kanaks. Alors il fallait le faire quand même. L'État était la cible et il est devenu l'arbitre. C'est quand même un tour de force qui perdure depuis 30 ans bientôt. Quelques semaines plus tard, Michel Rocard réunit loyalistes et indépendantistes à Paris. J'avais pris une disposition supplémentaire qui était de dire il n'y aura qu'une seule réunion. Elle peut durer 12, 15, 20, 30, 60 heures, mais il n'y en aura qu'une. À la sortie, ce sera la paix ou la guerre. 30 ans après les accords de Matignon signés le 28 juin 88, le nom de Michel Rocard reste associé à la paix en Nouvelle-Calédonie. Roland Quérol, ces accords de Matignon qu'il a signés dès son arrivée à Matignon, Michel Rocard, il en disait qu'ils étaient l'un des plus beaux souvenirs de sa vie politique. Oui, incontestablement, parce que là, il est un peu laissé tranquille par l'Élysée pour gérer pleinement le dossier. C'est un dossier qui prend à bras-le-corps, donc personne ne s'occupait vraiment. On laissait ça couler au fil de l'eau, et il réussit, cette formidable... Que lui-même ne connaissait pas. En arrivant à Matignon, il disait qu'il ne connaissait rien. Évidemment, il ne le connaissait pas. L'une des caractéristiques de Rocard, c'est que quand il découvre un dossier, de s'y plonger avec un espèce d'enthousiasme d'étudiant, et d'être absolument persuadé au bout de quelques minutes que c'est le
le dossier le plus important pour l'avenir de la planète. Et je l'ai toujours vu comme ça, aussi bien quand il s'occupait au début des agences de l'eau comme inspecteur des finances, que dans des dossiers à Matignon. Cette capacité à vouloir considérer qu'on donne toute son énergie au dossier qui, à ce moment-là, est le plus important, et je vous disais même le plus important pour l'avenir de la planète. Il commençait ses discours à Conflans-Sainte-Honorine comme maire devant son conseil municipal où il s'agissait de la réfection des chaussées en commençant par l'avenir de la planète et puis ça se terminait à la fin par voilà, c'est pourquoi c'est les rues machin et les rues trucs qu'il faut refaire en premier. Voilà, cet enthousiasme à se mettre au dossier, c'est une des caractéristiques, je crois, humaines les plus importantes chez Rocard. Ce traitement du dossier des accords de Matignon, Sylvie Mélégard, c'était aussi l'illustration de la pensée politique de Michel Rocard, conciliation, pragmatisme. Et anticolonialisme peut-être. Il était très hostile à la guerre d'Algérie, vous l'avez dit, Roland Quirol. Oui, non, c'est vrai, c'est un condensé de tout ce qu'il aimait et pouvait réaliser. Et il était très très fier de cet accord, la façon dont il l'avait négocié au dernier moment à Paris, à Matignon, sans que la presse soit au courant. Il avait fait venir un Tchibaou et Lafleur par le jardin, personne n'en savait rien. Il avait convoqué après la presse au petit matin et tout le monde avait découvert cette poignée de main et cette paix en Nouvelle-Calédonie que personne n'espérait vraiment, quoi. Il quitte l'hôtel Matignon dans les conditions que l'on sait en 91, 3 ans et 5 jours à l'hôtel Matignon. Et ensuite, après la déroute des législatives de 93, il prend en main le Parti Socialiste. Il n'a jamais été le patron du Parti Socialiste. Cette fois, il a cette opportunité en 1993. L'objectif, il croyait encore pouvoir accéder à la présidence de la République à cette époque-là, Roland Quirol. Oui, et puis c'est le début de la fin de la carrière de Michel Rocard. À la vérité, ça va être le début de la fin. On ne le sait pas avant que cette fin arrive. Ils ne savaient pas que les européennes seraient une telle catastrophe et que François Mitterrand lui balancerait dans les pattes la candidature de Bernard Tapie, vraiment faite pour ça, pour piéger Rocard. Non, je crois qu'il est... Vous savez, il y a une chose très importante chez Rocard, c'est que c'est profondément un homme de parti. C'est un homme qui croit au parti. C'est un homme qui est bien dans un parti, qui est bien avec les militants, qui est bien dans les sessions de formation, dans les réunions de direction. Il ne conçoit pas l'activité politique autrement qu'au sein d'un parti, quel qu'ait été le petit ou le grand parti auquel il est adhéré. Et je crois que devenir le chef du Parti socialiste, c'était le sentiment qu'il avait là quelque chose de très important, puisque c'était le parti qui permettait d'arriver à faire des choses dans le pays, aussi bien dans le pouvoir. On lui a reproché souvent une forme de candeur politique, je ne sais pas si c'était le cas à vos yeux, parce qu'après coup, après avoir pris ce fameux Parti Socialiste en 94, il le quitte par la petite porte et il dit qu'il a regretté d'avoir pris ce parti. C'est un de ses plus grands regrets, c'est finalement d'avoir tenté de prendre le parti pour prendre le pouvoir. Il n'y avait pas une forme de candeur politique, peut-être la différencier de François Mitterrand, du côté de Michel Rocard. Je pense qu'il avait sous-estimé, je veux dire, la haine que pouvait lui vouer François Mitterrand et tout ce que François Mitterrand pouvait mettre en œuvre pour l'abattre. Et ça, c'est totalement naïf. C'est vrai qu'il découvrait, quelquefois avec beaucoup d'étonnement, des pics que lui avait fait François Mitterrand, des crasses, je dirais. Et il en était toujours étonné, alors que quand même, à son âge, enfin avec tout son parcours, il aurait pu être un peu plus, armé pour pouvoir les déjouer. Est-ce que c'est cette candeur politique qui a fait qu'il n'a jamais accédé à la fonction suprême, Michel Rocard ? Oui, c'est la candeur et c'est quand même aussi les choses trappes qui lui ont été faites. Il ne faut pas oublier que toute cette période a été dominée par la bataille avec François Mitterrand et que François Mitterrand, lui, dans la bataille politique, il était imbattable. Et que, voilà, et là, Rocard a découvert en effet ce que c'était. La tactique politique tout entière faite contre lui, y compris la vie des petites trahisons, lorsqu'au moment de ces élections européennes de 94, on voit Bernard Kouchner, numéro 3 de sa propre liste, Rocard, venant dire à la télévision que lui, Bernard Kouchner, il va voter pour la liste Tapie. Voilà, il se passe des choses qu'on ne voit pas normalement dans la vie politique française. Voilà, c'est aussi, à mon avis, plutôt ça, c'est que
dans la bataille permanente qui a opposé les deux hommes, le plus apte à manier le couteau, fût-il dans le dos, c'était Mitterrand. Il avait ce mot à propos de la politique, parce qu'il est resté célèbre aussi dans la classe politique pour son franc-parler, Michel Rocard. Parler La vrai, comme politique il disait, est oui. dégueulasse parce que les hommes qui la font la rendent dégueulasse. Et vous étiez à Matignon lorsqu'il a, pour l'agence France-Presse, lorsqu'il a fait cette déclaration, puisqu'elle date du 25 avril 1991. Il était encore en place en tant que Premier ministre lorsqu'il a déclaré ça à propos de la politique. Mais comme Roland l'a très bien dit, c'est toutes les choses trappes de François Mitterrand. Je veux dire, on a assisté quand François Mitterrand l'a limogé. Il faut se souvenir quand même que c'était 2 jours avant ce moment-là, à l'émission de Jean-Pierre Elkabbach, il y avait Jacques Séguéla. C'est Jacques Séguéla qui annonce que Michel Rocard va être viré quand même. C'est tout à fait inouï. Avant de continuer, Jean-Pierre, on découvre les premières images de la Cour des Invalides. Vous le voyez, le gouvernement au grand complet, Marisol Touraine, Myriam El Khomri, Jean-Michel Baillet, Stéphane Le Foll et Gérard Larcher, le président du Sénat. Il est midi, François Hollande ne devrait donc pas tarder à faire son entrée dans cette Cour nationale des Invalides et l'hommage national devrait donc commencer d'ici quelques minutes, Jean-Pierre. On attend d'ailleurs des personnalités de tous bords politiques. Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État, Laurent Fabius, Lionel Jospin, 2 anciens premiers ministres de gauche et puis un ancien premier ministre de droite, cette fois Alain Juppé, que vous avez vu sur ces images. Et on a souligné que ce matin, il y avait également une cérémonie protestante à laquelle, il faut le souligner, a participé l'ancien chef de l'État, Valéry Giscard d'Estaing, qui devrait lui aussi être présent en cette toute fin de matinée du côté de la Cour des Invalides. Là, c'est un beau symbole, malgré tout. Concernant l'unanimité, vous l'avez souligné, à la suite de ce décès de l'ancien Premier ministre, Roland Quérol, sur ces images. Oui, c'est assez shakespearien. Tous les clans font mine de se rassembler à la mort du fils du roi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il a joué un rôle très important pendant 50 ans de vie politique. Et personne n'a jamais pu nier la qualité, l'originalité de son apport politique. Et c'est un peu cela que tout le monde vient dire, pensant chaque fois à lui-même, ses relations personnelles avec Rocard, bonnes ou mauvaises, ça donne cette espèce de curieux climat de ces hommages dans lesquels il y a de la vraie ferveur, de la vraie émotion, et puis une espèce de regard distancié de gens qui se disent « Tu vois, t'es plus là, moi je suis toujours là ». Michel Rocard, qui était aussi un pionnier du dialogue transpartisan, qui lorsqu'il était à Matignon a été le premier ministre à tenter l'expérience de la coalition avec notamment le centre droit. Il était... Je dirais c'était dans ses gènes, c'est ce qu'il voulait, mais à la fois, il faut se souvenir qu'il avait une majorité très relative, donc il était obligé de composer avec les centristes, et c'était le seul à pouvoir le faire. C'est vrai que lui, il avait une appétence vis-à-vis du centre-gauche, je dirais, et là, il l'a fait vivre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu des hommages de centristes. On a vu Jean-Louis Borloo, avec qui il avait de nombreux entretiens. Enfin, c'était 2 hommes qui s'appréciaient. C'est vrai, il y a eu les Gracques. Le début de cet hommage national à Michel Rocard dans la Cour des Invalides devrait débuter maintenant dans vraiment quelques toutes petites minutes. On attend l'arrivée du chef de l'État, François Hollande, qui marquera le début officiel de cette cérémonie. Des honneurs militaires sont prévus dans un premier temps avant l'allocution d'Edmond Maire. On a parlé d'Edmond Maire il y a un instant, Roland Quérol. Et puis ensuite, ce sera le président de la République, François Hollande, qui prononcera lui aussi un discours d'hommage. Et ensuite, bien sûr, la sonnerie aux morts et la Marseillaise viendront clôturer cet hommage national en cette fin de matinée qui devrait s'achever aux alentours de 13h, 13h15, nous dit-on. On a vu sur ces images, Roland Quérol, Alain Juppé, lui aussi ancien Premier ministre, Alain Juppé, qui avait travaillé avec Michel Rocard il y a 7 ans sur la commission du Grand Emprunt. Oui, c'est ça. Ils avaient ensemble co-dirigé cette commission du Grand Emprunt. Ils ont rédigé un ouvrage en commun et il est né de cette collaboration quelque chose qui pourrait ressembler à une amitié entre eux. Moi, je n'ai jamais entendu l'un et l'autre dire que
du bien et dans des termes assez chaleureux de l'autre. Donc oui, alors lui c'est assez logique humainement aussi qu'il soit là et pas seulement politiquement. Vous voyez ces images avec les forces armées représentant tous les corps d'armée. Ça aussi, c'est une tradition. Certains me confiaient ce matin que nous sommes dans l'épure. L'épure, c'est le terme qui a été utilisé de l'hommage républicain. C'est là aussi ce qu'a souhaité Michel Rocard. Sylvie Maligan, vous avez été surprise d'apprendre qu'il avait laissé ce testament. C'est Jean-Christophe Cambadélis, le patron du Parti Socialiste, qui a révélé cela au public. Il a laissé ce testament. Il souhaitait ces 3 hommages aujourd'hui. Michel Rocard, avec l'hommage qui lui sera rendu après cette cérémonie à 14h du côté de la rue de Solferino, cette fois au Parti Socialiste. Ouais, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il a dit qu'il voulait une cérémonie aux Invalides. C'est assez curieux. C'est pas tellement dans son tempérament. Certes, il y aurait eu de toute façon un hommage aux Invalides parce que c'est un ancien Premier ministre, mais ça m'a étonné qu'il l'écrive comme ça. J'ai été étonnée aussi par la cérémonie au Temple parce que effectivement, je ne pensais pas à ce point-là croyant et je pense qu'il n'était pas du tout, fréquentait pas assidûment le temple. Et j'ai été surprise aussi par les cendres, enfin ces cendres, il veut que ces cendres soient inhumées donc en Corse. Là, bon, c'est le lien avec son épouse. C'est le lien avec son épouse Sylvie qui est corse, parce qu'il n'avait pas une appétence particulière pour la Corse. Là, c'est le côté très. Quand un de ses fils, Loïc Rocard, il est élu au cabinet du Premier ministre Manuel Valls, que vous voyez sur ces images. Loïc Rocard, donc qui travaille auprès de l'actuel Premier ministre Manuel Valls, rocardien s'il en est, puisque il s'est engagé pour et par Michel Rocard, Manuel Valls. Il faut peut-être le rappeler aussi. Manuel Valls qui prendra lui la parole non pas à l'occasion de cet hommage national, mais cet après-midi à 14h au siège du Parti Socialiste. Oui, Manuel Valls était jeune quand il s'est engagé en Rocardie. Certains vous diront qu'il était quand même plutôt le garçon qui portait les sandwichs plutôt qu'il ne participait au débat idéologique. Il faut bien commencer par quelque chose. Et puis ensuite, il a été responsable des problèmes de jeunesse. Oui. Bon, il ne jouait pas un rôle très important, mais il était là, il était jeune, il s'est formé là. Et surtout, il n'a jamais arrêté de dire après à quel point c'était ça qu'il avait politiquement socialisé, à quel point il était, lui, Valls, redevable, cette formation rocardienne. Autrement dit, le milieu rocardien a plus marqué Valls que le contraire. Mais Michel Rocard a toujours été, d'une certaine façon, ému et content que Valls se situe dans les pas de cette Rocardie du début. Ça lui faisait plaisir de le rappeler. Et non seulement il ne l'a pas démenti, mais du coup, il a accepté pleinement cet héritage. Cette cérémonie a pris un tout petit peu de retard puisqu'il est 12h07. Le début officiel de cette cérémonie était prévu à midi, mais voilà, le chef de l'État arrive, vous le voyez, Oriane, avec ce convoi présidentiel que nous voyons sur ces images. Exactement, François Hollande qui fait donc son entrée dans cette cour de l'hôtel des Invalides. La cérémonie qui débutera donc dans quelques minutes. On va rappeler, Jean-Pierre, le déroulé de cette cérémonie. Les honneurs militaires seront rendus. Puis c'est Edmond Maire, l'ancien secrétaire général de la CFDT, qui prendra la parole conformément aux souhaits de Michel Rocard. Et puis ensuite, bien évidemment, François Hollande qui préside cette cérémonie fera l'éloge funèbre de Michel Rocard avant la sonnerie aux morts et puis bien sûr la Marseillaise, Jean-Pierre. Le chef de l'État qui va donc sortir de son véhicule sur ces images et rejoindre le Premier ministre, vous le voyez à l'instant même, dans cette cour d'honneur des Invalides. Voilà, le Premier ministre, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, ainsi que Jean-Marc Todeschini, chargé des anciens combattants.
Voilà donc le chef de l'État qui a passé en revue les troupes militaires, honneur militaire donc pour Michel Rocard, ancien Premier ministre, qui marque le début de cet hommage national dans la cour des Invalides. Dans quelques instants, nous devrions donc écouter la première allocution prévue à l'occasion de cette cérémonie. Il s'agira bien sûr de celle d'Edmond Maire, l'ancien patron de la CFDT. Mais pour l'heure, le chef de l'État salue les personnalités qui se situent au premier rang de cette cérémonie. La famille. Le chef de l'État qui salue donc la famille de Michel Rocard, avant de prendre la parole pour prononcer un discours dans lequel il reviendra sur le parcours de Michel Rocard et les leçons à tirer de ce parcours, un peu comme il avait fait Jean-Pierre il y a quelques mois, lorsqu'il avait remis la Grand Croix de la Légion d'honneur à Michel Rocard. En octobre dernier. Effectivement.
Ce sera toujours planté avec lui. Voilà, les hommages militaires ont été rendus à l'ancien Premier ministre. C'est maintenant donc, comme prévu, l'ancien patron, l'ancien secrétaire général de la CFDT, Edmond Maire, qui va rendre le premier hommage à l'ancien Premier ministre, à la demande de Michel Rocard. Les deux hommes, Roland Quérol, vous l'avez souligné, étaient amis dans la vie. Edmond Maire va donc prononcer cet éloge à Michel Rocard. Il sera suivi de celui du chef de l'État, François Hollande. Monsieur le Président de la République, vous avez souhaité qu'un syndicaliste prenne la parole pour l'hommage solennel que notre pays rend aujourd'hui à Michel Rocard. Votre initiative m'a touché, d'autant que depuis les vacances d'été des années 60, à l'occasion de rencontres familiales avec Michel et sa famille dans le golfe du Morbihan, et jusqu'à l'anniversaire de nos 80 ans, nos relations confiantes ont scellé notre amitié dans le respect de nos fonctions respectives. Au-delà des faits marquants de son action de responsable politique éminent, je veux évoquer l'ampleur de son apport et de son influence auprès d'un très grand nombre de nos concitoyens. Car sa vivacité pétulante, sa force de conviction, ses utopies créatrices ont suscité des prises de responsabilité multiples dans la société civile. Nous avons été nombreux de notre génération, enfants de la guerre, puis de la décolonisation, à nous retrouver ensuite animés par la volonté de renouveau et engagés dans le bouillonnement social et culturel de l'époque. Michel Rocard, à travers ses nombreux engagements avec des mouvements de jeunesse, des associations, des clubs de réflexion, et à l'occasion de débats multiples avec des acteurs sociaux et économiques, apparut alors porteur d'un nouveau cours pour l'évolution de la société française. L'alternance qu'il esquissait dans ses interventions était à la fois morale face au scepticisme et au cynisme de bien des dirigeants, et civique en opposition frontale aux tenants de l'étatisme ou de la révolution par la loi. Elle résonnait comme un appel à la convergence des forces sociales, politiques et intellectuelles conscientes des difficultés à surmonter. Son ambition pour la société était de même nature que celle qui mobilisait Pierre Mendès France ou Jacques Delors, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce matin. Sa conception du changement social et sociétal rejetait toute dérive populiste lorsque les promesses de court terme l'emportent au détriment du fond, l'avenir de l'Europe, la protection de l'environnement et de la planète, par exemple. Refusant de travestir la réalité économique, Michel Rocard faisait appel à l'intelligence des citoyens en s'appliquant à l'explication patiente des fondements et de la portée des réformes nécessaires. Dans ses propositions et son action, Michel a donné l'exemple du respect
de la liberté de pensée et d'action de ses interlocuteurs. Pour cet adversaire résolu du stalinisme, les références syndicalistes à Fernand Pelloutier, le promoteur des bourses de travail, ou à l'indispensable indépendance du syndicalisme étaient des évidences, tout en agissant d'ailleurs pour une meilleure coopération entre le politique et le syndical. C'est tout naturellement qu'il se retrouva de plein pied avec la formidable poussée libertaire et populaire de mai 1968. Car conjointement avec la révolution étudiante, plusieurs millions de salariés, on l'oublie trop, ont fait grève pendant plusieurs semaines pour l'extension des libertés individuelles et collectives. Les conditions de travail, objet premier du combat ouvrier depuis la révolte des canuts, étaient ressenties comme insupportables. Grâce à sa proximité avec les militants syndicaux, ouvriers ou cadres, Michel Rocard, loin de minimiser cet enjeu social majeur, et contrairement à tant de responsables patronaux et politiques, s'engagea pleinement dans les combats significatifs qui ont marqué le début des années 70 dans les entreprises, les collectivités et les services publics. Pour lui, mai 68, ce fut d'abord l'expression d'une volonté massive de combattre les hiérarchies abusives, de démocratiser la société, de diffuser les pouvoirs dans une perspective d'autogestion, d'émancipation individuelle et collective. Devenu Premier ministre, il traduisit dans son action la même volonté de réduire les inégalités. Il mobilisa les forces associatives et sociales les plus concernées pour créer le revenu minimum d'insertion. L'insertion des laissés pour compte devenait une priorité politique. Et il instaura la contribution sociale généralisée, donnant ainsi des bases solides au financement de la sécurité sociale, en permanence affronté à des déficits angoissants pour les bénéficiaires. Plus tard, député européen, il agit en concertation avec la Confédération européenne des syndicats pour peser en faveur d'une politique d'investissement comme facteur de croissance et d'emploi dans l'Union européenne. Dans le même sens, coprésident avec Alain Juppé la commission du grand emprunt, il contribua au choix d'investissement dans des secteurs décisifs de notre pays, y compris en faveur de l'économie sociale et solidaire. À Sylvie, son épouse, à ses enfants et à tous ceux qui l'ont estimé et aimé, je tiens à en témoigner. Michel Rocard a agi jusqu'au bout de ses forces pour surmonter les désarrois de notre époque et mobiliser des forces convergentes vers un nouvel idéal. Ses convictions, sa franchise proverbiale, son expertise économique se sont conjuguées pour démontrer que la construction de l'avenir ne dépend pas d'abord d'un programme politique, mais d'une citoyenneté active. Chacun, chaque collectivité humaine est appelée à s'engager à la mesure de son insertion sociale et de ses possibilités pour anticiper l'avenir,
et faire progresser à tout moment la justice sociale et l'intérêt général. Dans une époque qui sacrifie tant à la communication, aux demi-vérités, voire aux rumeurs, sa morale politique, son exigence fameuse du parler vrai ont marqué les esprits. Chacun le sait mieux grâce à lui. C'est là un critère majeur du progrès de notre démocratie. Pour Michel Rocard, la finalité, la fiabilité des finalités proposées aux citoyens dépend d'abord de la pertinence et de la qualité des moyens employés pour les atteindre et du courage nécessaire pour surmonter les obstacles. La fin est dans les moyens. Ainsi, la réforme des retraites qu'il a engagée, ressentie d'abord avec réserve, en raison de l'effort demandé à chacun, est peu apparu comme une nécessité pour assurer une sécurité vitale pour nos concitoyens, l'avenir des pensions de retraite pour tous. À ce moment, comme dans toute son action nationale et internationale, Michel Rocard donne une place essentielle à la négociation, au dialogue social et au compromis positif. C'est dire combien son message est actuel et son exemple nous concerne tous. Merci Michel. C'est donc l'hommage d'Edmond Maire, ami très proche, comme il l'a rappelé lui-même, de l'ancien Premier ministre Michel Rocard, qui rejoint donc sa place dans cette cour d'honneur des Invalides à Paris, où cet hommage national à l'ancien Premier ministre a débuté depuis maintenant 25 minutes. Edmond Maire, le secrétaire général de la CFDT, qui a rappelé dans son discours les relations confiantes qui ont scellé son amitié avec Michel Rocard dans le respect de leurs fonctions respectives, a-t-il dit. Et puis François Hollande, voilà, le chef de l'État qui va donc prononcer l'éloge funèbre de l'ancien Premier ministre Michel Rocard. Michel Rocard était une grande et belle figure de la République, une personnalité lumineuse qui, par ses combats, a marqué de son empreinte plusieurs générations successives ici rassemblées. Un homme politique audacieux qui a suscité des attachements profonds et durables au point de donner jusqu'à aujourd'hui son nom à une sensibilité de la gauche française. Un chef de gouvernement courageux qui a imposé une méthode et mené des réformes difficiles. Un intellectuel brillant qui a inventé des concepts, produit des idées qui débordaient de ses livres, et un citoyen émerveillé du monde et qui ne concevait son action qu'à l'échelle de la planète. Michel Rocard n'a jamais eu qu'une seule vocation, une seule ambition: servir l'intérêt général de toutes les manières possibles, comme militant, comme fonctionnaire, comme député, comme sénateur, comme maire de Conflans-Sainte-Honorine, comme ministre, comme Premier ministre, comme député européen et pour finir, comme ambassadeur de France. Jusqu'à son dernier jour, il est resté toujours prêt à répondre à un appel qui n'avait pas eu le temps de lui être lancé,
toujours disponible pour assurer une mission délicate, surtout si elle était impossible, toujours mobilisé pour une cause juste, même si elle paraissait lointaine à beaucoup, toujours curieux d'une découverte à faire, même sur un sujet complexe, dès lors qu'elle pouvait éclairer l'humanité. Quelques jours avant sa mort, il dispensait encore ses conseils aux Européens, parce qu'il ne concevait pas sa vie sans engagement. Très tôt, il avait décidé du sien avec indépendance, même s'il s'était inspiré de l'exemple d'une famille qui avait toujours mis au premier rang le dépassement de soi. Sa mère, Renée, institutrice, avait élevé Michel Rocard dans les principes de la réforme, en lui inculquant une stricte morale dont il parlait encore à 85 ans passés avec un mélange de respect et de douleur. Mais de cette formation protestante, il avait reçu une conscience en héritage, celle que la France n'est vraiment la France que lorsqu'elle se sait écartée des frénésies identitaires, d'où qu'elles viennent. Il avait compris de son passage dans le scoutisme et les mouvements de jeunesse qu'il n'y avait de réussite personnelle que dans l'accomplissement dans un collectif. Le père de Michel Rocard, Yves, était un héros de la résistance, un savant de réputation mondiale, fondateur du programme nucléaire français. Et c'est en voulant rompre avec cette présence tutélaire et parce qu'il se sentait inapte aux sciences exactes que Michel Rocard avait choisi d'étudier les sciences politiques, d'entrer à l'ENA, en sortir à l'inspection des finances, devenir un spécialiste de la comptabilité nationale, qui, je l'espère aussi, est une science exacte. Entrer à 19 ans en socialisme, moins pour un parti auquel pourtant il est resté fidèle toute sa vie, que pour l'idéal qu'il portait, auquel il n'a jamais dérogé, la paix et la liberté. Son socialisme n'a jamais eu de frontières. Il était le fils de l'international bien plus que de la SFIO. Et son premier combat fut pour la décolonisation et contre la guerre d'Algérie. Jeune inspecteur des finances détaché en Algérie, il met au jour les conséquences dramatiques de la décision du gouvernement de l'époque de regrouper des centaines de milliers de paysans dans des camps. Il transmet son rapport au cabinet du garde des Sceaux, Edmond Michelet, qui le donne à la presse. Le retentissement est énorme. Michel Rocard manqua de se faire révoquer. Mais grâce à lui, les camps furent fermés et des vies furent sauvées. Il comprit ce jour-là que la politique pouvait être davantage qu'une incantation, une dénonciation, mais une action. Aux fonctionnaires, il fut appelé à évaluer le coût des dommages du centralisme sur la province. Le retard imposé à ces territoires que le géographe Jean-François Gravier avait appelé après-guerre le désert français. Il publie là encore un rapport en 1966, il y a 50 ans, au titre resté dans les mémoires, décoloniser la province. Les principes qu'il a posés n'ont pas vieilli. Simplifier, décentraliser, démocratiser, réorganiser. Il imaginait une carte de la France administrative où il n'y aurait pas plus d'une dizaine de régions et quelques grandes métropoles. Nous sommes maintenant là aujourd'hui, il aura fallu 50 ans pour y parvenir. À la fin des années 60, Michel Rocard fait de la politique sa vie, se met en disponibilité de l'administration, devient secrétaire national d'un parti, le PSU, et en 1967 se présente à la députation, sans succès. En 1969, 2 ans plus tard, après les événements de mai, il porte les étincelles du mouvement à l'élection présidentielle. Les 3,5 points qu'il y récolta contenaient plus de promesses que de déceptions. Un mois plus tard, il entre à l'Assemblée nationale
à l'occasion d'une législative partielle comme député des Yvelines. Il le redeviendra plus tard, avant d'être élu maire de Conflans-Sainte-Honorine. Il forme au Parti socialiste avec ses amis syndicalistes, deux gestionnaires, associatifs, chrétiens progressistes, ce qui fut appelé la deuxième gauche. Michel Rocard pouvait être sévère à l'égard de la première, lui reprocher son jacobinisme, son centralisme, voire même ses archaïsmes. Lui, il en appelait davantage à la société qu'à l'État, plus à la négociation qu'à la loi, aux forces vives plutôt qu'aux alliances politiques. Mais il était conscient que les deux gauches devaient s'unir pour gouverner. Jamais il n'a joué contre sa famille politique, même quand il a fallu qu'il s'efface devant François Mitterrand. C'était là son honneur. Michel Rocard s'était préparé au pouvoir. Il y avait réfléchi. Il n'avait jamais cru que la politique devait se soumettre à l'économie. Mais il avait regardé le marché comme un mécanisme au service de la société, pas comme un principe d'organisation. Il avait défendu l'action de l'État pour assurer la justice sociale et le progrès, mais il a toujours su qu'il n'y avait de redistribution possible que s'il y avait production, et que pour maîtriser le capitalisme, fallait-il au moins en comprendre les lois et aussi son efficacité. Alors, ministre du Plan dans le premier gouvernement de Pierre Mauroy, il a modernisé l'action publique, inventé les contrats de plan État-région, et aujourd'hui encore, nous les utilisons pour conduire les politiques de transport, de formation, d'aménagement du territoire. Ministre de l'Agriculture, en 1983, il s'est passionné pour les questions agricoles, car elles touchent à l'économie, au travail, à l'éducation, à la recherche, à l'Europe, bref, à tout ce qui le mobilisait. C'est à Michel Rocard que l'on doit la mise en place des quotas laitiers qui ont donné pendant des années aux éleveurs européens et donc français une stabilité, et c'est leur suppression maladroite, malheureuse, qui a provoqué la crise que l'on subit aujourd'hui. Premier ministre en 1988, sa plus grande fierté fut de rétablir la paix en Nouvelle-Calédonie. Les violences avaient atteint un point qui semblait irréversible. En quelques jours, Michel Rocard imagine une méthode pour ramener le calme. Il décide de l'envoi d'une mission écuménique qui, pendant plusieurs semaines, va écouter toutes les douleurs, entendre toutes les plaintes et rétablir la confiance. Puis, pendant 15 jours, il a réuni à Paris tous les acteurs de l'île, et notamment Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, et les a obligés à se parler, oui, à se parler tout simplement, et à les convaincre de donner et pardonner. Ce furent les accords Matignon, validés par le peuple français le 6 novembre 1988, devenus ensuite les accords de Nouméa grâce à Lionel Jospin, et leur esprit continue de guider l'action du gouvernement de Manuel Valls pour déterminer l'avenir de ce territoire. C'est fort de ce succès qu'il se présenta le 29 juin 1988 devant l'Assemblée nationale. J'y étais. Il fit alors, devant des députés parfois incrédules, un discours de politique générale qui alla au-delà de l'instant ou de la circonstance. Il posa des principes de changement dont beaucoup valent encore aujourd'hui. Il y appelait à une démocratie de tous les jours, où l'action et la parole, l'urbanisme et l'urbanité, la solidarité et la compétitivité, la force de la France et l'ambition de l'Europe seraient réconciliées. Il y rêvait, oui, il y rêvait d'un pays où l'on se parle de nouveau, de villes où les tensions seraient moindres, d'une politique où on serait attentif à ce qui est dit plutôt qu'à qui le dit. Là encore, le Conseil vaut encore aujourd'hui. C'est ainsi qu'il obtint le consensus au Parlement pour la création du revenu minimum d'insertion, qui rompait avec la logique d'assistance, pour réunir la lutte contre la pauvreté et la nécessité de l'insertion.
Il fit souffler un grand vent de progrès dans l'administration en développant les nouvelles technologies déjà, les relations avec les usagers, en donnant un appui exceptionnel à l'éducation nationale et à la recherche, en transformant sans heurts une administration, les PTT, en 2 entreprises qui sont aujourd'hui des exemples de ce que l'on peut faire de mieux pour le service public et pour l'activité technologique. Et il posa la première loi de solidarité urbaine. À l'épreuve des faits, qu'a-t-il montré? Que le compromis n'est pas une faiblesse, que la négociation n'est pas un défaut de volonté et qu'on obtient toujours plus par le dialogue que par la confrontation. Car le dialogue est l'instrument nécessaire de l'accord, de la convention, du contrat, au bon niveau. Pour Michel Rocard, c'était sa manière de réformer. Et en même temps, pour lever les blocages, il n'a pas hésité à recourir aux procédures prévues par la Constitution et à 28 reprises, il a dû engager la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter des textes essentiels. La loi sur la programmation militaire, l'ouverture du capital de Renault, la création de la contribution sociale généralisée. Il a ainsi doté, et Edmond Baird y est revenu à juste raison, la sécurité sociale d'une ressource dynamique et universelle, avec un mécanisme simple et robuste qui continue d'être une référence, y compris pour les évolutions de l'impôt sur le revenu vers le prélèvement à la source. Enfin, il a posé les bases de la réforme des retraites, dans un livre blanc qu'il avait intitulé « Contrat entre les générations ». Ce travail a inspiré les gouvernements successifs qui se sont attelés à ces réformes. Et pour terminer, celui de Jean-Marc Ayrault, avec l'allongement de la durée de cotisation et l'introduction en contrepartie de la pénibilité. Et aujourd'hui, cet effort successif permet que les régimes de retraite soient à l'équilibre pour la première fois depuis 15 ans. Nous le devons, ce résultat, à la clairvoyance de Michel Rocard. Son dernier grand engagement fut pour l'Europe. Il siégea 15 ans au Parlement de Strasbourg. Il y retrouva les progressistes européens, sa famille, présida la commission de la coopération et du développement, car pour lui l'Afrique était le continent d'avenir, puis l'emploi et les affaires sociales, et enfin la culture. Tout l'intéressait. La défense du logiciel libre, lui qui avouait n'avoir découvert l'informatique que dans les années 2000. La réduction du temps de travail, lui qui fit beaucoup pour la semaine de 4 jours. Le lancement de grands travaux, le plan Juncker avant l'heure, les relations avec la Turquie, qu'il pensait être un partenaire indispensable pour l'Europe, et la protection de la planète. Oui, l'environnement, l'écologie. Michel Rocard fut un pionnier, là encore. En 1989, c'est à son initiative qu'avait été lancé l'appel de la haie. 43 pays, les 5 continents représentés, qui demandait l'introduction d'un mécanisme contraignant pour lutter contre le réchauffement climatique. C'était le début du processus qui mènera à la COP 21. Laurent Fabius en fut le président et qui aboutit à la signature de l'accord de Paris du 12 décembre 2015. Ce fut, là encore, sa fierté. Michel Rocard fut également le premier dirigeant à se mobiliser pour la sauvegarde des pôles. Son rôle fut décisif pour l'adoption du traité de Madrid, qui a consacré le 6e continent, l'Antarctique, comme réserve naturelle mondiale exclusivement dédiée à la paix et à la science, interdite de toute exploitation économique, ce qui lui valut d'être nommé en 2009 ambassadeur de France pour les pôles Arctique et Antarctique, une mission qu'il a prise avec beaucoup de cœur au point de multiplier au risque pour sa santé de nombreux déplacements dans des régions particulièrement inhospitalières. Il a accepté toutes les missions que les pouvoirs publics ont bien voulu lui confier, au vu de sa longue expérience et surtout de la vivacité de son esprit. C'est à lui que nous devons les critères de répartition du produit du grand emprunt qu'il a proposé au président Sarkozy dans le cadre de la commission qu'il coprésidait jusqu'à récemment avec Alain Juppé. Il appréciait ce travail
parce que c'était un acte de foi dans l'avenir. Michel Rocard avait résumé sa méthode: penser clair, parler vrai, agir juste. Il n'a jamais renoncé à ces principes, quoi qu'il en ait coûté. Michel Rocard pensait clair et toujours plus vite que les autres, au risque d'irriter, car l'intelligence peut parfois être un défaut dans la vie politique. Il parlait vrai, trop vrai parfois, au risque de heurter, parce que l'audace est souvent une forme de reproche pour les calculateurs. Il agissait juste, sans se soucier de stratégie, au risque de s'isoler. Avoir raison trop tôt, on arrive trop tard. Il aurait pu avoir de plus hautes responsabilités, mais de ne pas les avoir atteints ne l'avait pas atteint. Il continuait son chemin, comme si de rien n'était, comme s'il pouvait être utile dans d'autres tâches, dans d'autres fonctions. Il nous laisse des réformes qui ont modernisé la France, durablement. Il nous laisse des idées, des convictions et même du rêve. Car Michel Rocard cultivait l'utopie du possible. Il nous laisse une démarche, celle du compromis, véritable fondement de la social-démocratie, et aussi un conseil, un avertissement, une alerte, le respect du temps long. La politique, avait-il confié, et ça a été rappelé ce matin, ce n'est pas de la chirurgie, c'est de l'horticulture, ce qui suppose d'arroser très longtemps et pas simplement d'intervenir brutalement. Michel Rocard, qui chiffrait tout, même ce qui ne peut pas être mesuré, estimait que les combats importants prennent 30 ans pour aboutir. C'est pourquoi il avait pris de l'avance. Et il avait raison. Rien n'était pire à ses yeux que l'immédiateté, celle qui saisit les responsables politiques qui confondent le quotidien avec la durée d'un mandat. Celle des médias qui pensent qu'un feuilleton fait une histoire. Très jeune, lui, avait connu la guerre, les violences, la division du monde. Cette expérience l'avait rendu lucide. Mais comme l'écrivait Yves Bonnefoy, disparu un jour avant lui, grand poète français, que vaut la lucidité lorsque la foi la déserte? Alors Michel Rocard avait la foi. Oh, une foi qui lui était singulière, mais qui pouvait être universelle. La foi en l'homme, la foi en l'avenir, la foi dans le progrès, la foi dans le socialisme. Pour lui, la finalité du socialisme, c'était de libérer l'homme pour lui permettre de se consacrer à la vie de l'esprit. C'est ce qu'il avait confié alors qu'il venait de se faire remettre la plus haute distinction de la République. Il disait que la vie de l'esprit ne consomme ni de ressources en énergie, ni même de produits de gaz à effet de serre. C'est sans doute celle qui permet la vie de l'esprit d'être utile sans que ça ne coûte quoi que ce soit aux autres. Michel Rocard avait un appétit insatiable pour les idées, un enthousiasme sans limite pour le débat, pour tout ce qui pouvait être neuf. Et l'ancien, pour lui, était déjà révolu. Cette passion a un nom. Elle s'appelle la politique. La politique, cet engagement qui donne un sens à la vie et la capacité de changer celle des autres. La politique, non pas pour le pouvoir, mais pour pouvoir. Pouvoir agir, pouvoir changer, pouvoir transformer. Il était entré dans la vie publique pour des raisons éthiques. Il ne les a jamais laissés en chemin. Il était entré dans la vie politique contre les violences, pour la liberté, contre l'injustice, pour l'émancipation, contre les égoïsmes, pour la planète. Au crépuscule de son existence, il avait confié qu'aucune des nombreuses pistes sur lesquelles il s'était acheminé n'était arrivée à son terme. Alors Michel Rocard, cher Michel Rocard, le combat continue. J'adresse à Sylvie, son épouse, à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses proches, à ses amis, ses camarades, ma solidarité affectueuse et les condoléances de la nation.
Cette famille, au sens le plus large du terme, perd un être cher, mais la République, un de ses plus grands talents, ceux-là même qui donnent exemple. Michel Rocard vivra par l'exemple.
La dépouille de l'ancien Premier ministre Michel Rocard vient donc tout juste de quitter la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides où un hommage national lui a été rendu. Dépouille suivie par le chef de l'État, François Hollande, qui tenait par l'épaule la dernière épouse de Michel Rocard, Sylvie, ainsi que par le Premier ministre Manuel Valls et la famille de Michel Rocard. Après cet hommage national qui a été rendu ce matin aux Invalides, un autre hommage aura lieu cet après-midi selon la volonté de Michel Rocard, cette fois-ci au siège du Parti Socialiste, rue de Solferino. Et cette fois-ci, ce sont Alain Bergougnou, historien du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste, et le Premier ministre Manuel Valls qui prendront la parole pour rendre hommage à l'ancien Premier ministre Michel Rocard, qui sera, Jean-Pierre, incinéré à Paris dans quelques jours. Et puis ses cendres seront ultérieurement inhumées en Corse, à Monticello, d'où était originaire Sylvie, sa dernière épouse. Et oui, nous voyons les personnalités venues rendre ce dernier hommage national à l'ancien Premier ministre, quitter à leur tour cette cour d'honneur des Invalides. Monsieur Schweitzer, l'ancien patron de Renault, notamment sur cette image. Sylvie Maligorne, on a écouté l'hommage bien sûr rendu par le chef de l'État, François Hollande. Qu'en avez-vous retenu pour l'essentiel vous concernant ? Moi, je retiens plutôt le début qui était plus personnel, le fait qu'il rende hommage à sa fulgurance, son appétence pour tout ce qui était nouveau, cette façon aussi de s'emparer de toutes les missions qui étaient réputées impossibles, cet enthousiasme et cette énergie, c'est ça qui caractérisait quand même grandement Michel Rocard, vraiment. Roland Quérol, qu'en avez-vous retenu de cette intervention du chef de l'État ? Assez classique dans la forme, il a évidemment égrené le parcours de l'ancien Premier ministre, et puis il y a eu une touche personnelle malgré tout. Oui, et puis il y a eu cette espèce de regard sympathique, mais en même temps pas absolument parallèle, de quelqu'un, François Hollande, qui lui avait pour mentor Jacques Delors, qui disait sur le fond des choses très proches de celles de Michel Rocard, mais qui avait décidé, lui, quand même de s'arrimer à la première gauche de François Mitterrand. Ce qu'a fait Hollande aussi, qui tout en étant transcourant, tombait toujours dans les congrès, dans le match Mitterrand-Rocard, tombait toujours du côté de Mitterrand. Et donc, c'était à la fois... Hollande avait une vraie proximité sur beaucoup de choses de fond avec Rocard. Mais enfin, au total, ils n'ont jamais été vraiment alliés dans les batailles du Parti Socialiste. Et je trouve qu'on sentait ça. C'était une proximité, mais qui est une proximité dans laquelle il était quand même, lui, Hollande, un peu plus première gauche, et Rocard était plutôt en face. Et d'où peut-être de temps en temps le léger humour sur l'homme qui attendait des nominations avant même qu'elles aient lieu, etc., etc. Voilà, je sais, c'est un discours évidemment plein de retenue, un discours présidentiel, mais dans lequel il me semble qu'on sent qu'ils n'étaient pas absolument toujours ensemble au sein du Parti Socialiste. Vous parliez de cette deuxième gauche, Roland Quérol. Je vous propose d'écouter ce qu'en a dit François Hollande lors de cet éloge funèbre. Il forme au Parti Socialiste avec ses amis syndicalistes, autogestionnaires, associatifs, chrétiens progressistes, ce qui fut appelé la deuxième gauche. Michel Rocard pouvait être sévère à l'égard de la première, lui reprocher son jacobinisme, son centralisme, voire même ses archaïsmes. Lui, il en appelait davantage à la société qu'à l'État, plus à la négociation qu'à la loi, aux forces vives plutôt qu'aux alliances politiques. Mais il était conscient que les deux gauches devaient s'unir pour gouverner. Jamais il n'a joué contre sa famille politique, même quand il a fallu qu'il s'efface devant François Mitterrand. C'était là son honneur. Le chef de l'État, il y a quelques minutes, à l'occasion de cet hommage national rendu à Michel Rocard aux Invalides, il a aussi dit « il nous laisse une démarche ». Le compromis, François Hollande. Est-ce qu'il faut y voir un comparatif, un parallélisme avec l'action de l'actuel chef de l'État ? Je pense que le chef de l'État a envie qu'on dise de lui qu'il aime aussi le compromis, qu'il va dans ce sens-là. Alors c'est assez amusant
dans la période actuelle, avec le sort que l'on sait de la loi El Khomri, donc la loi travail. Donc c'est amusant, mais là il parle de lui, quoi. Enfin, il voudrait bien François Hollande être comme ça, être l'homme du compromis, qu'il n'est pas forcément. Roland Querol, vous avez soulevé une certaine différence malgré tout dans leur parcours et qui se serait ressenti dans une partie du discours de François Hollande. Vous l'avez ressenti aussi, c'est-à-dire que François Hollande, lui, est social-démocrate. Il l'a même réaffirmé au tout début de son quinquennat. On ne parle pas de la même social-démocratie lorsqu'on parle de celle de François Hollande et de celle dont rêvait Michel Rocard, Sylvie Malicorne. En fait, si, là, c'est une question de tactique. François Hollande, lui, s'inscrivait aussi dans la première gauche, mais je dirais parce qu'il pensait que c'était de cette manière-là qu'il pouvait conquérir le pouvoir. Je dirais que son appétence pour le pouvoir l'avait emporté sur ses idées, sur la social-démocratie, mais je pense que c'est exactement la même conception. Michel Rocard, qui était très dur avec la gauche actuelle, dans la dernière interview qu'il a donnée au magazine Le Point, il parlait de la gauche la plus rétrograde d'Europe. Oui, je crois qu'il a continué à voir en cette gauche la descendante un petit peu des erreurs ou des errements de la gauche mitterrandienne, cette façon de ne pas arrêter de croire que c'est la loi qui change les choses, alors que c'est le dialogue, le contact, l'entrée en jeu des forces sociales. Il y a dans le hollandisme quelque chose qu'il a essayé de prendre à la deuxième gauche avec cette volonté de la négociation sociale, du dialogue avec les partenaires sociaux, mais c'est vrai que quand il fait une loi travail, il l'oublie. Et du coup, c'est regardé sévèrement ça a été regardé sévèrement par quelqu'un comme Rocard, qui a pensé visiblement que la méthode n'y était pas. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles on a le sentiment qu'il y a une proximité, et dans l'action réelle, dans l'action publique réelle, on voit bien la distance aussi. Deuxième extrait de ce qu'a été l'intervention de François Hollande, du chef de l'État, à propos de Michel Rocard. Il parle de son intelligence politique. Michel Rocard n'a jamais eu qu'une seule vocation, une seule ambition, servir l'intérêt général de toutes les manières possibles, comme militant, comme fonctionnaire, comme député, comme sénateur, comme maire de Conflans-Sainte-Honorine, comme ministre, comme Premier ministre, comme député européen et pour finir, comme ambassadeur de France. Jusqu'à son dernier jour, il est resté toujours prêt à répondre à un appel qui n'avait pas eu le temps de lui être lancé, toujours disponible pour assurer une mission délicate, surtout si elle était impossible, toujours mobilisé pour une cause juste, même si elle paraissait lointaine à beaucoup, toujours curieux d'une découverte à faire, même sur un sujet complexe, dès lors qu'elle pouvait éclairer l'humanité. C'était au tout début du discours de François Hollande, dans cette fin de matinée dans la cour des Invalides, Sylvie Malicorne. Ah oui, c'est là, je trouve, la tonalité la plus personnelle que François Hollande donne à son hommage à Michel Rocard. Et c'est vrai que ça le résume très très bien sur cette volonté de s'emparer de toutes les missions, même si elles sont impossibles. Et surtout parce qu'elles sont impossibles, à préciser François Hollande. Surtout, et de s'intéresser à des choses, de s'enthousiasmer pour des petites choses qui semblent des petites choses pour les gens, mais qui en fait sont le concret, la vie quotidienne des gens. Et ça, il est très différent de tous ses prédécesseurs, de ce point de vue-là. C'est lui qui parlait des cages d'escalier, qui parlait des boîtes aux lettres, quand même. Mais c'est vrai que c'est le quotidien des gens, et tout le monde se moquait de lui pourtant. Roland Querol, comment avez-vous compris la phrase de François Hollande qu'on vient de réentendre? Il est resté toujours prêt à répondre à un appel qui n'avait pas eu le temps de lui être lancé. Mais, oui, il dit dans le même paragraphe que Rocard était curieux de tout. Et c'est vrai que la curiosité, l'écoute était quelque chose qui caractérisait en permanence, je dirais, de seconde après seconde, l'agilité d'esprit et de regard de Rocard. Et que dès l'instant qu'il y avait un problème important, nouveau, mais je dirais au niveau local comme au niveau national ou mondial, il avait envie d'en être. Il avait envie parce qu'il avait le sentiment qu'il allait trouver des solutions, qu'il allait réunir les meilleurs experts, les forces sociales les plus intéressantes. Et c'est vrai
qu'il attendait d'une certaine façon sans arrêt qu'on le lui demande. Voilà. Et de temps en temps, c'est arrivé, Dieu merci pour lui, souvent pour la résolution des problèmes, mais c'est vrai qu'il y avait cette attente quand même d'être mis dans le coup. Et ce caractère, hein, on l'a retrouvé notamment lors d'une dernière grande mission qui lui a été confiée par Nicolas Sarkozy en 2009, celle d'ambassadeur des pôles. Des pôles, oui. Et il a aussi attaché à cette fonction une importance extrême. Il ne pouvait pas rencontrer quelqu'un 5 minutes sans lui asséner l'importance de l'action pour les pôles, le drame de ce qui était en train de se passer à l'échelle de l'univers et combien il fallait sauver la planète en sauvant les pôles. Ça a été, voilà, il a toujours eu cette démarche, cette énergie, cette générosité, toujours en train d'avancer. Et puis c'était un grand Européen, il a même été pendant 15 ans député européen, ça a été aussi l'un de ses combats, il a été assez peu évoqué à l'occasion de cet hommage, Sylvie Maligrand. Sans doute parce que je dirais que l'Europe se porte mal en ce moment, donc c'est un petit peu délicat. Lui, c'est vrai qu'il avait une grande idée européenne, mais quand on a le Brexit, quand on a la situation dans laquelle on est, c'est compliqué pour François Hollande de parler de ces choses-là. Michel Rocard, qui avait pris position sur le Brexit dont vous parlez, Sylvie Maligrand, lui s'était prononcé pour le Brexit, lui l'Européen convaincu. C'est-à-dire qu'il avait expliqué qu'en cas de Brexit, ça donnerait une espèce d'électrochoc qui obligerait à se poser les questions de l'Europe. Est-ce que pour lui, la Grande-Bretagne empêchait l'Europe politique d'avancer et de se faire? Oui, et que surtout les conditions mises à son maintien étaient telles qu'on ne posait pas les questions. Et que si le Brexit devait arriver, en effet, ça permettrait là de les avoir sur la table. Et il avait été un des partisans, très chaud partisans même, au risque là aussi de bousculer une grande partie de la classe politique française, de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Il en avait fait un combat un temps. Un temps, mais bon, je dirais c'est pas tout à fait quand même ce qu'on va retenir de Michel Rocard dans son combat pour l'Europe. Franchement, il était désespéré de voir ce qu'était devenu cette Europe à 28. Enfin, c'était une grosse machine, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il avait imaginé, ce que ça pouvait être, et ce que ça devait être. On a évoqué l'héritage du compromis. Concernant ceux qui pourraient se prétendre comme des héritiers possibles de la pensée rocardienne, de l'œuvre politique de Michel Rocard, vous verriez qui au jour d'aujourd'hui, Roland Queiroz? Je crois qu'il n'y aura pas d'héritage. Je crois qu'il n'y a pas de courant rocardien constitué au sein du Parti socialiste avec un chef qui prétendrait être celui-là. Il y a des gens qui, on le voit en contrepoint, se servent de la pensée ou de l'action de Rocard comme référence. On a parlé de Manuel Valls au début de l'émission. On pourrait parler d'Emmanuel Macron en ce moment, qui n'arrête pas de montrer. Et c'est vrai que Macron partage avec Rocard cette volonté d'être très libéral en économie, de respecter les mécanismes du capitalisme en les améliorant sans cesse, et d'être en même temps attentif à la justice sociétale, aux problèmes des réfugiés, aux problèmes de politique étrangère. Donc voilà, il peut y avoir comme ça des références à une volonté de changement qu'a représenté Rocard. Je ne crois pas qu'il y ait d'héritage sur la table. Vous êtes d'accord avec ça, Sylvie Maligrand? Je pense aussi, mais la différence avec Macron, c'est pas un militant, et Michel Rocard, c'était quand même d'abord un militant. Donc ça, déjà, je vois difficilement comment il peut se réclamer, enfin vouloir être l'héritier de Michel Rocard, parce que au départ, la démarche n'est pas du tout la même. Il nous reste 1 minute 30. Je vais vous citer cette réponse qu'a faite Michel Rocard à la dernière question qui lui a été posée dans la dernière interview qui a été publiée. Il s'agit d'une interview à l'hebdomadaire Le Point. C'est la fameuse question que pose Bernard Pivot, ou posait Bernard Pivot à certains de ses invités. Je vous la livre. Le jour où vous rencontrerez Dieu, qu'aimeriez-vous l'entendre dire? Réponse de Michel Rocard après un long silence. J'aimerais l'entendre me dire: petit, tu n'as pas trop mal travaillé, tu as essayé de ne pas oublier les principes immuables de la société des humains. C'est intéressant, c'est d'abord intéressant sur la façon même de parler de Rocard, cette espèce de tutoiement sympathique qu'il imagine Dieu avoir avec lui. T'as pas mal travaillé, petit. Voilà, petit, t'as pas mal travaillé. Je trouve que c'est comme la nostalgie de ce que son père ne lui aura jamais dit, et qu'il espère que finalement, à cette fin de vie, Dieu serait susceptible de lui dire.
Oui, j'y pensais exactement la même chose, que ça devait être son père, quoi. Il attend un message de son père, peut-être dans l'au-delà. Merci beaucoup Sylvie Maligorne, merci Roland Quérol d'avoir été avec nous pour suivre cet hommage national à Michel Rocard qui a eu lieu aux Invalides. Le prochain hommage aura lieu dans 3 quarts d'heure. Finalement, on ne va pas rendre l'antenne tout de suite, Jean-Pierre, puisque Jean Peluchon est aux Invalides au micro de Valérie Brochard. Jean Peluchon qui a été directeur de cabinet dans les diverses fonctions de Michel Rocard. C'est un compagnon de route, Jean Peluchon. Il a été à ses côtés à la mairie de Conflans-Sainte-Honorine et il a pris d'ailleurs sa succession à la mairie de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. C'est à vous Valérie avec Jean Peluchon. Un mot, Monsieur Huchon, sur cet hommage rendu aujourd'hui dans la cour de l'Élysée. Je pense que c'était bien fait, bien adapté, à la fois à la personnalité de Michel Rocard, cette espèce de quête permanente d'idées, de réformes, cette activité, le fait qu'il n'était pas seulement un penseur, mais un acteur profond du jeu politique. J'ai pas entendu la moindre critique ni même la moindre réserve. J'ai trouvé que François Hollande avait très bien décrit son parcours et à travers le parcours, on voit bien toutes les choses qui se sont faites ensuite et qui restent à faire encore. Donc moi, j'ai trouvé cet hommage assez fort. Peut-être une leçon pour les socialistes. Maintenant que tout le monde est rocardien, pourquoi ne pas un peu suivre la leçon et en particulier la méthode de gouvernance, le dialogue, la négociation, la prise en compte, disons, des organisations syndicales, des associations, parce que lui, c'était pas un brutal, car c'était un homme qui avait une autorité de conviction, d'intelligence, pas une autorité tout court. Voilà. Merci beaucoup, Jean Peluchon. Merci. Merci Valérie Brochard. C'est sur ces mots de Jean Peluchon que l'on voit cette fois bien terminer cette émission. Jean-Pierre, prochain hommage qui sera rendu à Michel Rocard. Ce sera donc à 14h au siège du Parti Socialiste où une photo de Michel Rocard a été mise sur le mur ce matin du Parti Socialiste avec ces mots: penser clair, parler vrai, agir juste. Voilà, qui résume la pensée de Michel Rocard. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Jean-Pierre. Merci. Très bonne journée.